Passons maintenant au dossier 3. Une femme de 70 ans dit avoir tué son mari. Alors, lisons d'abord l'énoncé ensemble. Vous recevez aux urgences Madame X, 70 ans, amenée par ses enfants, très inquiets que leur mère ne soit devenue folle. Tout a commencé brutalement le jour où leur père a été hospitalisé pour sa première cure de chimio il y a 30 jours exactement. Le mari de Madame X souffre en effet d'un cancer de la prostate, diagnostiqué récemment à un stade métastatique. Le jour de l'admission de son mari à l'hôpital, la patiente a cessé de s'alimenter. Elle a refusé de se lever le matin et depuis elle ne sort quasiment plus de son lit. Pourtant elle ne dort pas bien, elle dort même très peu. Elle se réveille tous les jours vers 3 ou 4 heures du matin. Elle se dit épuisée et ne fait rien de ses journées, même pas ses mots croisés qui lui demandent, dit-elle, trop d'efforts. Elle a perdu beaucoup de poids et se plaint d'avoir mal dans tout le corps, mais surtout au dos et à la tête. Rien ne lui fait plus plaisir, même pas la visite de ses enfants. La patiente vous explique. C'est une catastrophe, docteur. Tout ça à cause de la déshydratation. J'ai oublié de boire et maintenant mon corps se dessèche, mes poumons ne respirent plus, mes jambes se paralysent peu à peu et mes intestins vont bientôt cesser de fonctionner. Mon mari aussi, je l'ai laissé se déshydrater. J'étais censée m'occuper de lui. Et maintenant, à cause de moi, il va mourir de déshydratation. Je suis une mauvaise épouse. Et une mauvaise mère aussi. Par ma faute, mes enfants vont devoir payer les frais d'hospitalisation, ils perdront leur travail et bientôt ils n'auront plus d'argent pour vivre. Je ne mérite pas tout ce qu'ils font pour moi. Il vaudrait mieux pour tout le monde que je disparaisse. Je suis perdue de toute façon, personne ne peut plus rien pour moi. Première question, vous commencez à avoir un peu l'habitude. Analyse sémiologique. Alors, maintenant c'est réflexe. Le terrain, patiente de 70 ans. La temporalité, c'est une évolution aiguë avec un début brutal. Le motif d'hospitalisation, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, un syndrome thymique dépressif. Alors, qui se caractérise par quoi ? Par tout d'abord le ralentissement moteur avec la clinophilie. Elle ne sort quasiment plus du lit. Pourtant, elle dort très peu. Insomnie. Mais quelle insomnie ? On vous précise qu'elle se réveille tous les jours à 3 ou 4 heures du matin. C'est une insomnie matinale ou insomnie avec des réveils précoces. Ce qui va vous aider pour le diagnostic, on le verra après. Elle se dit épuisée. Donc là, vous avez la troisième caractéristique, insomnie matinale avec asthénie. Ce n'est pas l'insomnie sans fatigue du maniaque. Donc asthénie, elle ne fait rien de ses journées, elle est apragmatique, même pas ses mots croisés qui lui demandent trop d'efforts. Alors le fait de ne pas pouvoir faire des mots croisés, il faut aussi lire entre les lignes. On peut se dire qu'elle doit avoir des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, peut-être même des troubles de mémoire, en tout cas des troubles cognitifs. Vous voyez, à partir d'une simple phrase, elle ne peut plus faire ses mots croisés. Vous devez sortir ces 4 mots-clés-là. Elle a perdu beaucoup de poids. Donc on suppose qu'elle a une anorexie, ça aussi on le devine, avec perte de poids, et se plaint d'avoir mal partout. Donc elle a des polyalgies, ce qui est très, très fréquent, en particulier chez les vieilles personnes déprimées. Et rien ne lui fait plus plaisir, même la visite de ses enfants. On parle d'anédonie, la perte de plaisir. Alors, après, dans son discours, vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un discours délirant. Donc, on passe au chapitre d'en dessous. Après le syndrome dépressif thymique, on passe au syndrome délirant. Et là, réflexe avec le délire, les mécanismes. Lesquels sont-ils ? Visiblement, intuitifs, interprétatifs. Bon, il n'y a pas d'hallucination. Alors, et en plus, ce qui vous oriente, c'est que c'est le mécanisme le plus fréquent dans les troubles de l'humeur. La thématique, elle parle beaucoup de ses organes. Elle s'inquiète beaucoup d'avoir des maladies, les organes qui ne fonctionnent plus. Donc on peut dire que la thématique est hypochondriaque. Et là, ça va même jusqu'au syndrome de Cotard, si vous êtes d'accord avec moi. Plus rien ne marche, on est dans le délire de négation d'organes. Mes intestins ne fonctionnent plus, les poumons ne respirent plus. De façon générale, quand dans un dossier de dépression, vous avez un patient qui parle de son corps, vous pouvez penser que vous êtes dans un Cotard. En tout cas, cherchez-le. Après, on a les thématiques.
Alors ces thématiques, on y reviendra plus tard. Les thématiques du délire, là c'est la culpabilité, l'indignité, je suis une mauvaise mère, une mauvaise femme, la ruine, ces enfants vont être ruinés, et l'incurabilité. Personne ne peut plus rien pour moi, ça veut dire je suis foutu, ça veut dire je suis incurable. Et le terme clé, c'est l'incurabilité. L'adhésion est visiblement totale, elle n'a pas l'air de beaucoup critiquer son délire. Et c'est bien sûr congruent à l'humeur. S'il y a un mot à retenir, là, c'est vraiment que le délire est congruent à l'humeur. Ce qui différencie ça des épisodes psychotiques avec une participation affective. Ça veut dire que là, l'humeur est apparue en premier et elle était tellement forte que là-dessus s'est greffé un délire. Mais l'affection première, c'est l'humeur. Vous pouvez remarquer aussi que ce n'est pas fluctuant, contrairement au dossier de BDA qu'on a vu tout à l'heure. Là, depuis 30 jours, le délire est le même, l'humeur est la même. Bon, alors on passe à la question 2 qui vous dit « Après avoir éliminé une étiologie organique, ce que vous devez toujours faire, vous vous orientez vers une dépression. » Vous avez bien vu. Retrouvez-vous dans cette observation des éléments en faveur d'une forme mélancolique de dépression et si oui, lesquels? Alors oui, évidemment, on est en face d'une mélancolie et je dirais même plus une mélancolie délirante. Alors, j'ai fait cette question-là parce que souvent, les étudiants se trouvent embarrassés, ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent parler de mélancolie ou pas. Donc voilà, en gros, les éléments à retenir pour parler de mélancolie. D'abord, le trouble du sommeil caractéristique dont je vous ai parlé, l'insomnie matinale, les réveils à 3-4 heures du matin. Ça différencie la mélancolie de la dépression anxieuse, où dans la dépression anxieuse, on a plutôt des troubles d'endormissement. Donc réveil à 3-4 heures du matin. Ensuite, 4 types d'idées, souvent délirantes dans la mélancolie, incurabilité, indignité, ruine et culpabilité. On les a citées toutes les 4 dans cette observation, elles sont vraiment caractéristiques. Évidemment, elles peuvent être présentes à minima chez d'autres patients déprimés, mais à ce point-là, au point même d'en être délirant, c'est la mélancolie. Le syndrome de Cotard ici, ça nous évoque aussi la mélancolie, la sévérité et le ralentissement qui est majeur. De façon générale, une mélancolie, c'est une dépression où tout est extrêmement sévère. Mais attention, il y a des dépressions sévères sans mélancolie, alors qu'une mélancolie, c'est toujours sévère. Retenez les 4 idées et l'insomnie matinale, et déjà, ce sera pas mal. Parfois aussi peut se greffer des idées suicidaires vraiment majeures. Là, elles sont sous-entendues. Avec les idées noires, je devrais disparaître. Quel est votre diagnostic complet? C'est ce que je vous demande dans la question 3. On a un peu commencé à y répondre, mais je fais un point un petit peu méthodo qui sera valable pour tous les épisodes dépressifs en sujet à l'internat. Pour un épisode dépressif, toujours préciser le numéro de l'épisode. Alors là, je suis d'accord, on l'a pas, ça manque. Mais si vous l'avez, toujours le mettre. Premier, deuxième, troisième, c'est pas du tout la même chose. Deuxièmement, épisode dépressif majeur. C'est le terme consacré. Alors là, il s'agit d'un type mélancolique. Mais vous risquez pas de perdre de points en mettant EDM et mélancolie, alors qu'en mettant qu'un des deux, je sais pas trop ce qui serait coté. Donc premier, admettons, épisode dépressif majeur. La forme clinique, ici il s'agit d'une mélancolie. Est-ce qu'il y a des symptômes psychotiques? Oui, donc d'une mélancolie délirante. Après, vous pouvez préciser le risque suicidaire, élevé ou faible. Là, comme c'est une mélancolie, il est élevé. Et comme toujours dans un diagnostic, le terrain, chez une patiente de 70 ans, le contexte, dans un contexte de fin de vie chez son mari, disons. Voilà pour le diagnostic complet. Alors, votre diagnostic de mélancolie délirante s'avère exact. Quels éléments cliniques allez-vous rechercher pour compléter ce diagnostic? Ça, je vous le dis là, mais c'est valable quasiment partout en psychiatrie. À toujours rechercher chez vos patients un épisode thymique. Alors, thymique, ça peut être dépressif, hypomaniaque ou maniaque. Mais un antécédent thymique pour préciser la forme évolutive. Trouble bipolaire de type 1 s'il y a déjà eu un épisode maniaque, trouble bipolaire de type 2 s'il y a eu des épisodes hypomaniaques, trouble dépressif récurrent
s'il y a plusieurs épisodes dépressifs séparés de moins de 2 ans de rémission. On appelle ça aussi le trouble unipolaire. Recherchez aussi la prise actuelle ou passée de traitements psychotropes. Alors ça, il s'agit de préciser s'il s'agit d'une dépression résistante, par exemple, et surtout, ça va vous aider à adapter le traitement antidépresseur par la suite. Il faut aussi rechercher des antécédents familiaux psychiatriques, toujours, des facteurs pouvant aggraver sa pathologie, toxique ou maladie organique, un trouble de la personnalité sous-jacent, à toujours rechercher, même si en phase aiguë c'est compliqué, et enfin une comorbidité psychiatrique ou addictologique. Voilà, pour avoir un entretien complet, tout ce que vous devez rechercher chez votre patient. Question 5. Comment est-ce que vous allez qualifier le risque suicidaire ici? Sur quels arguments? Et quels autres arguments pourriez-vous rechercher en ce sens? Je vais peut-être pas trop m'étendre parce qu'il s'agit d'une question un peu de cours, mais que vous devez connaître sur le bout des doigts parce qu'il s'agit d'une question de conférence de consensus. Alors je vous rappelle les principes de la conférence de consensus. Évaluation du risque suicidaire, 3 points. RUD, le moyen mnémotechnique c'est RUD, R comme le risque, U comme l'urgence, D comme la dangerosité. Dans le R, risque, on développe des facteurs de risque primaires, qui sont les facteurs les plus importants et sur lesquels on peut jouer, heureusement, facteurs de risque secondaires, facteurs de risque tertiaires, qui sont ceux qui jouent peut-être un peu moins, mais sur lesquels on n'a pas d'emprise. Les facteurs de risque primaires, c'est par exemple des pathologies psychiatriques, des antécédents de pathologies psychiatriques. Là déjà, on est à fond dedans puisqu'il y a un épisode mélancolique en cours. C'est aussi par exemple des antécédents de TS, personnels ou familiaux, voire des antécédents de suicides familiaux. Quelqu'un qui a déjà fait une TS a toutes les chances de recommencer. C'est aussi le caractère impulsif, difficile à évaluer chez cette patiente, et la communication à autrui d'une intentionnalité suicidaire. Là, on peut dire qu'elle le dit à bas bruit. Quand elle dit qu'elle devrait disparaître, on peut quand même prendre ça comme une intentionnalité suicidaire. Dans les facteurs de risque secondaires, il y a les événements de vie douloureux, là c'est ce qu'elle est en train de vivre, ça peut aussi être le chômage ou la perte parentale précoce. Donc là, elle a ce facteur de risque-là aussi. Dans les facteurs de risque tertiaires, c'est tout ce qui est inhérent à la personne, auquel on ne peut rien changer, type le sexe, l'âge. Là, on est en présence d'une personne âgée et on sait que les personnes âgées sont à fort risque de suicide. Après les jeunes, c'est la deuxième population qui se suicide le plus, donc elle a aussi un facteur de risque tertiaire. Rien qu'avec ça, notre risque il est déjà élevé. Après les facteurs de risque, on a le U de urgence. L'urgence, c'est l'absence d'alternative pour le sujet par rapport au suicide. Il ne peut pas envisager une autre solution à ses problèmes que de se suicider. Là, on ne peut pas vraiment l'évaluer. Et c'est l'existence d'un scénario qu'il faudrait rechercher chez ces patientes. Par exemple, j'ai prévu de me suicider avec des médicaments ou avec une arme à feu. Troisième point, la dangerosité. La dangerosité, c'est la dangerosité létale du moyen. Autant dire que la pendaison, c'est plus létal que du space-fond, par exemple. Et c'est aussi l'accessibilité. Quelqu'un qui prévoit de se tuer avec un flingue, s'il l'a dans sa table de nuit, c'est plus dangereux que s'il n'a aucune idée de comment est-ce qu'on se procure ça et que c'est juste une idée qu'il a. Donc là, évidemment, votre risque suicidaire, il était déjà très élevé. Question suivante, question 6. Vous interrogez les enfants sur le mode de vie de Madame X. Ils vous décrivent leur mère comme quelqu'un de dévoué mais effacé, faisant toujours passer la vie et les besoins des autres avant les siens, cherchant surtout à ne jamais contrarier personne et incapable de prendre la moindre décision toute seule, et surtout sans l'approbation de son mari. Elle s'est mariée très jeune avec leur père, un homme autoritaire mais qui a toujours su prendre soin d'elle. Elle n'a jamais travaillé, pourtant ils ont entendu dire que c'était une élève brillante dans le temps. Lorsque son mari s'est fait hospitaliser pour sa première cure de chimio, c'était la première fois en 50 ans de mariage qu'elle se retrouvait seule à la maison, ce qu'elle n'aurait, d'après ses enfants, absolument pas supporté.
Que pensez-vous de cette description? Alors, on est dans le deuxième trouble de la personnalité de la conf, ou en tout cas des traits de personnalité. Et là, ça vous évoque quoi comme type de personnalité? Dépendante, bien sûr, hein, avec la difficulté à prendre des décisions de la vie courante sans l'approbation d'autrui, la difficulté à exprimer son désaccord, de peur de perdre l'approbation d'autrui, besoin que d'autres assument ses responsabilités dans la vie de tous les jours, hein, clairement son mari a toujours tout fait pour elle, difficulté à faire les choses seule, quête d'approbation excessive, et puis impuissance lorsqu'elle se retrouve seule chez elle. Là, une fois de plus, pour parler de troubles de la personnalité, il faut que ce soit stable dans le temps. Là, visiblement, cette patiente, ça fait 50 ans, même plus qu'elle est comme ça. Il faut que ça entraîne un minimum de handicap. Là, la patiente avait l'air brillante, elle n'a jamais travaillé, elle ne peut rien faire toute seule. On imagine facilement qu'elle ne doit pas beaucoup sortir de chez elle, pas voir de gens sans son mari. Donc, il y a un retentissement. Voilà, on a fini le dossier 3. Est-ce qu'il y a des questions? Si on fait ici le diagnostic de trouble bipolaire de type 1, par exemple, quel traitement doit-on administrer pour traiter la mélancolie? Antidépresseur et lithium, lithium seul, antidépresseur seul. Et devant une mélancolie délirante, quel traitement prescrire en première intention? Et quelle est la place des ECT dans tout ça? Bon, 2 grosses questions, mais c'est des vraiment bonnes questions et vous faites bien de les poser. Alors, je commence par la première. Si on était dans le cadre d'un trouble bipolaire de type 1, et bien là, il y a déjà, rien qu'avec ça, plusieurs cas de figure. Soit on est dans le trouble bipolaire de type 1 et on le sait. Le patient, le médecin sait qu'il s'agit déjà d'un trouble bipolaire de type 1. Alors cette patiente, devrait être sous thymorégulateur efficace, que ce soit le lithium ou la dépacote, ça devrait déjà être là. Donc soit ça y est déjà, et à ce moment-là, on peut introduire sous couvert de ce traitement thymorégulateur efficace un traitement antidépresseur, en étant toujours extrêmement prudent, parce que le risque c'est bien sûr celui d'un virage maniaque. Soit à ce moment-là, la patiente était en rupture de traitement, ce qui explique qu'elle fasse une rechute thymique. À ce moment-là, la première chose à faire, c'est de remettre un traitement thymorégulateur. Hein. Pas de traitement antidépresseur chez un bipolaire sans qu'il y ait une couverture thymorégulatrice efficace. Certains disent même que le lithium est en soi un traitement de la dépression. Alors ça, c'est parfois controversé, mais en tout cas, ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est qu'un bipolaire connu doit être sous thymorégulateur avant qu'on lui mette un traitement antidépresseur. Après, l'autre possibilité, c'est celle des sismothérapies ou ECT. Hein. Chez le bipolaire, ça peut aussi être une solution. Et petite subtilité, les ECT, c'est un traitement à la fois de la dépression et à la fois de l'épisode maniaque. Donc quand bien même il ferait un virage, eh ben, le traitement reste le même. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais c'est marrant. Alors, la deuxième partie de la question, c'était sur le traitement de la mélancolie délirante. Alors, bonne question aussi. Là, il n'y a pas de consensus. Hein. Ça dépend vraiment des habitudes des services, ça dépend de l'histoire du patient. Donc, dans ce cas-là, si vous avez une question relativement ouverte, il faut évoquer les 3 possibilités principales que vous avez, qui sont en 1, les ECT. Ça répond aussi à la suite de votre question. Les sismothérapies. Les sismothérapies, c'est le traitement un peu de référence quand même des ECT. En tout cas, il y a beaucoup de services où on les fait en première intention. Parce que le risque suicidaire, le risque vital dans la mélancolie délirante est parfois très important. Notamment, par exemple, en cas d'anorexie totale. Les patients ne mangent rien, où il peut y avoir des troubles ioniques, ou alors une intentionnalité suicidaire telle que le patient essaye de se foutre en l'air toutes les 5 minutes. Voilà, il peut y avoir des ECT, en l'absence de contre-indication, comme d'habitude. Deuxième possibilité, les antidépresseurs qui inhibent la recapture de la sérotonine. Et celui qui maintenant est le plus utilisé, c'est la venlafaxine, de son nom commercial Effexor, qui est un IRS-NA, inhibiteur
de la recapture de la sérotonine, mais également de la noradrénaline. Lui, c'est le traitement qu'on donne aussi très souvent en première intention dans la mélancolie. Alors, associé parfois à des petites doses d'antipsychotiques antiproductifs, mais le traitement de fond d'une mélancolie, quand bien même elle est délirante, ça reste l'antidépresseur. Enfin, la troisième possibilité, qui est un peu plus ancienne, mais qu'on utilise néanmoins encore parfois, c'est celle des tricycliques, comme l'anafranil. Le problème, vous le savez, c'est que ça a plus d'effets indésirables, en particulier chez les sujets âgés. L'avantage, c'est que ça peut se donner par voie intraveineuse, ce qui du coup, chez les personnes qui refusent de prendre quoi que ce soit par la bouche, peut être pratique. Voilà, donc tricyclique, venlafaxine, ECT, c'est les trois options principales en face d'une mélancolie délirante. Aucune n'est fausse, à moins qu'il y ait une contre-indication. Toutes sont possibles, évoquez-les toutes. Voilà. Je crois qu'on a fini pour le dossier 3.